similar phenomenology has been seen in experiments, what is called quartz crystal microbalance. And just to give you a quick perspective, one can extend this in flow and see how this absorption takes place in a sort of a realistic setting. One can vary the chemical details to increase flexibility and selectivity. And again, we use topology and architecture to increase absorption. And for example, one can also check if this kind of simplified model works, even if the effect of the electrostatic is explicitly taken into account. Now I'm finished. I thank my collaborators and I thank you for your attention. And I'll be happy to take questions. I cannot hear anything if you are speaking. Yeah, thank you for giving me the floor and for the presentation. It's a very new technology for me as I work also in area of water treatment. So my question is, as we are talking about water for drink, so how might be the effectiveness of this technology to stop the virus or microbes? Because here we are talking about stopping colloids with leads. So how is the effectiveness of this technology in stopping virus and microbes? That is my question. Okay. Thank you. Do you hear very well the question? Yes. I heard. Can you hear me? So you may go ahead for the answer. Okay. Yes, it's a very good question. This research is in particular relevant for really nano pollutants, such as heavy metal ions, such as really, let's say, forever chemicals or drugs. The microbes and larger objects are not really the scope of this. Even though I know that there are people that study similar systems in order to, for example, avoid the formation of biofilms. So I think that microbes and other maybe even larger objects are not really the topic of the target of this device. That, for example, you can clean with chemicals, for example. And then you can think of progressively filtering the now, let's say, purified water with other techniques. This is just let's say a tool. This technique is just a tool that goes within the other array of tools that can be used to purify water, and has some advantages, in particular, let's say, in these specific case studies. Thank you. Une autre question? Okay.
So the second question. Okay. Thank you very much for this interesting presentation, showing us the possibility of removing some element by absorption process. And then I'm thinking about, you're talking about the availability of water. That is availability of fresh water, drinking water. What do you think? Of course, in the world, we have a lot of water, but they are in the sea, that is with salt. And the challenge is, if we want to use the seawater to get fresh water, we have to remove the salt, sodium chloride in the water. And what do you think the possibility to do this with this new approach? As we know, sodium chloride has a strong ionic property. What do you think about using this approach to remove this sodium chloride in the seawater? Thank you. Okay. Thank have you. the floor. Yes, I heard. Thank you. This is not really our, let's say, main objective, but it's a very, very good question. I mean, in principle, if you, let's say, if you talk with a chemist and you can imagine to create a suitable polymer, you could, in principle, use this to capture also sodium chloride, or at least one of them. But I think that in general, there are also other techniques which are probably more achievable to desalinate water. And so probably it will not be the best case scenario for this technology. But imagine that, for example, your water is polluted by lead, which I don't know if you know, but for example, the pollution of lead brought to the fall of the Roman Empire. So it is somehow in history has been a very relevant problem, and so. You can imagine to extract lead or other very heavy metal, very cancerous and very poisonous elements from water with this technique. This is something that for sure can be devised. I can also tell you that, for example, the study done by my collaborator Barbara in experimental study, they used the polymer and essentially they removed everything from water, creating a very, very pure distilled water. So these polymers are very, very, very effective. The challenge would be to have a polymer that is effective. So in our case, we did a first step in trying to understand better how this absorption process works. But in principle, the possibilities are very, very, very broad. Okay, thank you. The last question, please. First of all, thank you for joining us to this international colloquium. My question is about your simulation. Do your simulation reveals the out of equilibrium absorption kinetics, and if so, what are the key molecular mechanisms observed during the process? Thank you. Unfortunately, we do not look at molecular mechanism. As I said,
we were more interested into a more general picture and probably possibly a simplified one, and we will try in the future to put more ingredients into our simulations to get a more realistic results. For example, one part of our collaboration should have been to do atomistic simulations, so where you can really get the molecular mechanism that you were asking me about, and then with rigorous procedure transport this information, these ingredients, let's say, to the kind of large-scale molecular simulation that are necessary to simulate a large brush. But unfortunately, this hasn't happened yet. Thank you. I see from here Professor Rawel Andeblul. Good afternoon, Prof. Do you have any question to the presenter? I have no question. Thank you. Thank you. Yes. Okay. So let me know when I should stop sharing. Okay, I guess. Okay, if Prof don't have a question to the presenter, now we are going to take the last presentation. If Dr. Locatelli may stay with us, so he will be very welcome. But if he has some load charge, so we'll say to him, see you next time. Okay. I'll stay here. Okay, thank you very much. So he will stay with us. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Rachloufson Nirin Gilbert, chercheur de l'INSN, pour donner sa présentation dont le titre est, c'est en anglais, Harnessing Nanotechnology and Nuclear Energy for Sustainable Energy Solution, Case of Antananarivo, Madagascar. La présentation est en français ou en anglais? La présentation c'est en français ou en anglais? Oui, en français. Bon, donc il va faire sa présentation en français. So for Dr. Locatelli, the presentation will be in French. Merci, professeur, de m'avoir donné la parole. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'indique le titre, ma présentation d'aujourd'hui se porte sur l'utilisation combinée de la nanotechnologie et de l'énergie nucléaire comme solution pour résoudre le problème énergétique critique à Antananarivo. Mon exposé s'articulera autour de 4 points principaux. Je débuterai par une présentation du concept fondamental d'énergie. Puis j'explore ensuite l'application des nanotechnologies au secteur de l'énergie. Je poursuivrai avec l'examen de l'approche électronucléaire. Enfin, nous apporterons la proposition de solutions énergétiques durables pour les réseaux interconnectés d'Antananarivo. Sans plus tarder, apportons la première partie de cet exposé qui est dédié au concept fondamental d'énergie. Nous commençons par définir que l'énergie. L'énergie dans son sens le plus large est ce qui nous permet de produire un travail, de nous éclairer, de nous chauffer et de faire fonctionner notre société. Sur cette diapositive, nous la décomposons en 3 aspects. Le premier, les sources d'énergie. Nous distinguons traditionnellement 3 grandes catégories. Les énergies renouvelables,
qui se reconstituent naturellement comme l'hydraulique, l'éolien et le solaire. Les combustibles fossiles qui sont non renouvelables comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et enfin, l'énergie nucléaire qui utilise des sources comme l'uranium ou le thorium. C'est cette troisième source combinée aux nanotechnologies qui est au cœur de notre proposition. Le second aspect de l'énergie et ses formes. Il est important de noter que l'énergie passe par différentes étapes. D'abord, la forme primaire, c'est l'énergie telle qu'on la trouve dans la nature. Elle est ensuite transformée en forme secondaire ou tertiaire par des processus de conversion, par exemple de la chaleur à l'électricité, pour arriver enfin à la forme finale ou utilisable. L'électricité dans nos prises, l'essence dans nos voitures, prête à l'emploi. Le dernier, troisième aspect est l'énergie et l'environnement. Toutes ces conversions et utilisations ont un impact, comme l'illustre le schéma. La production et la consommation d'énergie entraînent l'émission de gaz à effet de serre, principalement du gaz carbonique, ce qui à son tour contribue au réchauffement climatique. C'est précisément parce que l'énergie nucléaire et les nanotechnologies offrent des potentiels de protection à faible émission de carbone que nous les considérons comme tel effet pour une solution durable à Antananarivo. Maintenant que nous avons défini les sources et les formes de l'énergie, il est essentiel de comprendre comment nous transformons cette énergie pour qu'elle soit utile. Cette diapositive illustre les 4 grandes formes d'énergie utile et les principaux processus de conversion. Vous pouvez voir que l'énergie est un cycle de transformation permanent entre l'électricité, le mouvement, le rayonnement et la chaleur. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette cadre d'étude, c'est le lien entre le rayonnement et l'électricité qui met en évidence de technologies clés, la filière nucléaire et les cellules photovoltaïques qui seront améliorées par la nanotechnologie. Comprendre ces flux nous permet d'identifier les points d'amélioration pour optimiser la production et l'efficacité énergétique. Pour évaluer la pertinence d'une solution énergétique durable pour Antananarivo, nous devons considérer son impact climatique total et non seulement son impact en phase d'exploitation. C'est ce que montre ce graphique basé sur les données médianes de l'IPCC ou le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il présente les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité. Ce cycle de vie inclut tout, de l'extraction des matières premières à la construction des infrastructures jusqu'au démantèlement. Nous observons immédiatement un contraste frappant entre les énergies fossiles et les énergies à bas carbone. Ce sont les énergies fossiles comme le charbon qui sont les plus polluants. Parmi les énergies à bas carbone figurent le nucléaire, les cellules solaires qui se situent à un niveau extrêmement bas en termes d'émissions. Ceci démontre clairement que si l'objectif est une solution énergétique durable et à faible impact carbone, la réponse ne peut venir que des technologies situées à droite de ce graphique. Cette analyse nous mène logiquement à la deuxième partie de notre exposé, comment les nanotechnologies peuvent renforcer la performance de ces solutions bas carbone. Si la diapositive précédente nous a montré l'impact environnemental, celle-ci nous révèle l'impact humain et sanitaire des différentes sources d'énergie. Ce graphique présente le nombre de déchets mesurés pour chaque térawattheure d'électricité produite. Ces déchets incluent non seulement les accidents directs lors de l'exploitation, mais surtout les maladies et les morts prématurées liées à la pollution atmosphérique générée par ces sources. Le contraste est encore plus saisissant. En tête, les sources fossiles sont plus meurtrières que celles à bas carbone. Le graphique nous donne une justification double pour garantir une solution à la fois écologique, c'est-à-dire à faible émission de CO2, et sûre pour la population avec un faible taux de mortalité. Ceci conclut notre introduction sur le concept d'énergie. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie, l'apport de la nanotechnologie. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre présentation, consacrée au rôle des nanotechnologies. Pour rappel, la nanotechnologie est définie comme la manipulation de la matière à l'échelle atomique et moléculaire, c'est-à-dire entre 1 et 100 nanomètres. Pour vous donner une idée, un nanomètre est environ 100 000 fois plus petit qu'un cheveu humain. À cette échelle, deux phénomènes majeurs se produisent. Premièrement, la physique classique que nous connaissons cède la place à la mécanique quantique. Deuxièmement,
et c'est le point clé pour l'énergie. Les matériaux révèlent les propriétés optiques, électriques et thermiques sont précédents. En d'autres termes, en maîtrisant la matière à ce niveau fondamental, nous obtenons des capacités radicalement nouvelles. Cela devient l'élément clé pour optimiser la conversion de l'énergie, que ce soit pour produire de l'électricité plus efficacement, la stocker de manière plus dense ou la transporter avec moins de pertes. Nous allons maintenant voir comment cette science de infiniment petit peut transformer nos petits piliers de solutions, le solaire et le nucléaire. Examinons maintenant les avantages concrets de la nanotechnologie pour optimiser notre production d'énergie, comme l'illustre cette diapositive. Nous identifions 3 avantages majeurs. La première, la surface active. Les nanomatériaux offrent un rapport surface-volume exceptionnel. Pensez au graphène, un matériau d'une seule couche atomique d'épaisseur. En augmentant la surface d'échange, nous multiplions les zones de réaction disponibles pour capter les photons et générer des charges électriques. Ceci est crucial pour rendre les cellules solaires beaucoup plus efficaces, même avec une lumière diffuse. La deuxième, les propriétés optiques. En modifiant la taille des nanoparticules, on peut ajuster le bandgap, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour exciter un électron. Cela nous permet d'adapter le matériau pour qu'il absorbe des longueurs d'onde ou du spectre solaire qui était auparavant inaccessible ou gaspillé. On améliore ainsi l'efficacité de conversion de manière spectaculaire. Et le dernier, l'économie de matériaux. La nanotechnologie permet l'utilisation de films ultraminces. Cela réduit de manière significative la quantité de matériaux rares et coûteux nécessaires à la production, comme le silicium ou l'indium. Le résultat direct est une diminution des coûts de production, rendant l'énergie solaire et d'autres technologies à bas carbone plus accessibles et plus faciles à déployer à grande échelle, y compris dans un contexte économique comme celui d'Antananarive. Ces 3 points, efficacité, spectre et coût, prouvent que les nanotechnologies sont la clé pour rendre les énergies bas carbone plus performantes et plus compétitives que jamais. Nous arrivons à présent au point où la nanotechnologie rencontre le besoin de production massive d'électricité propre. C'est la révolution photovoltaïque. L'intégration des nanomatériaux nous permet de dépasser les limites théoriques d'efficacité des cellules en silicium traditionnelles. Nous ne sommes plus contraints par les lois de la physique classique des matériaux macroscopiques. 2 avancées nanotechnologiques sont particulièrement prometteuses. Les quantum dots ou points quantiques. Ce sont les nanocristaux semi-conducteurs d'une taille infime. Le particulier est que le parcleur, c'est-à-dire la longueur d'onde qu'ils absorbent, peut être ajusté en modifiant simplement leur taille. Cela signifie que nous pouvons créer des cellules capables d'absorber une partie beaucoup plus large du spectre solaire, y compris l'infrarouge et l'ultraviolet, ce qui augmente considérablement le rendement théorique. Les cellules à perovskite, grâce à des nanostructures, ces cellules offrent non seulement une efficacité croissante, mais aussi une flexibilité mécanique inédite et surtout des coûts de fabrication très réduits. Cette combinaison, haute performance, faible coût et souplesse rend les perovskites idéales pour le déploiement rapide et à grande échelle dans les pays en développement comme Madagascar, en permettant la création de panneaux solaires plus légers et moins chers. En conclusion de cette deuxième partie, la nanotechnologie n'est pas une simple amélioration incrémentale, c'est une rupture technologique qui rend le solaire plus performant, plus abordable, plus flexible et donc beaucoup plus pertinent pour notre projet à Madagascar. Nous allons maintenant passer à la 3e partie où nous examinerons l'autre pilier de notre solution, l'approche électronucléaire. Dans cette partie, nous allons d'abord explorer le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire pour garantir à la fois l'efficacité de la production d'électricité et surtout la sécurité maximale d'une centrale modèle structurée autour de 3 circuits totalement indépendants. Le circuit primaire, ce circuit est le cœur de la sûreté. Il s'agit d'un système fermé, scellé et maintenu sous très haute pression pour empêcher l'eau de bouillir. L'eau y circule en permanence dans la cuve pour récupérer la chaleur intense produite par la fission de l'uranium. Cette eau remplit de rôles cruciaux. Elle est caloporteuse, c'est-à-dire elle transporte la chaleur et dans ce type de réacteur,
Elle ralentit aussi les neutrons pour maintenir la réaction tant qu'elle est aussi modératrice. C'est la première barrière. Cette eau potentiellement radioactive ne sort jamais de la sonde du réacteur. Le circuit secondaire, là, la chaleur du circuit primaire est transmise au circuit secondaire via le générateur de vapeur sans aucun contact physique entre les deux fluides. Dans ce second circuit, l'eau se vaporise sous l'effet de la chaleur. Cette vapeur sous pression est ensuite dirigée vers la turbine. C'est la force motrice de cette vapeur qui fait tourner la turbine et l'alternateur produisant l'électricité. Ce circuit est entièrement conventionnel et non radioactif. Le circuit de refroidissement, enfin pour que la vapeur du circuit secondaire puisse se condenser et que le cycle thermodynamique recommence, elle doit être refroidie. Ce dernier circuit puise son eau d'une source externe comme une rivière ou utilise l'air des tours réfrigérants donc pour capter la chaleur résiduelle. L'eau de ce troisième circuit est séparée des deux précédents. Elle est ensuite soit rejetée, soit évaporée, soit jamais avoir été en contact avec le circuit primaire radioactif. En conclusion, cette conception en trois circuits est la garantie fondamentale de la sûreté. Elle assure une triple isolation. Elle confine la radioactivité dans le premier circuit. Elle permet la production d'électricité dans le second circuit. Et elle sert l'évacuation de la chaleur résiduelle dans le refroidissement sans impact direct sur l'environnement et la population. Si le principe de fission reste le même, la mise en œuvre technologique varie. Cette diapositive classifie les principales filières de réacteurs selon leurs composantes fondamentales. Le combustible, le caloporteur pour transporter le chaleur et le modérateur pour ralentir les neutrons. Nous pouvons distinguer trois grandes familles technologiques dans ce tableau. Les réacteurs à eau pressurisée, les réacteurs à eau bouillante, les réacteurs à eau lourde, les réacteurs à neutrons rapides et les réacteurs à gaz. Cette diversité technologique est importante car elle offre différentes options en termes de gestion des ressources en uranium et de gestion des déchets pour une stratégie énergétique à long terme. Historiquement, les centrales nucléaires étaient synonymes de très grandes infrastructures, mais la technologie a évolué et cette diapositive basée sur la classification de l'AEA le montre clairement. L'approche pour Antananarivo peut désormais s'adapter aux besoins spécifiques grâce à la segmentation par la puissance. On a les grands réacteurs ou réacteurs conventionnels. Ces réacteurs sont ceux qui dominent le marché. Leur puissance est de plus de 700 MW. Ils sont idéaux pour les grands réseaux électriques nationaux car ils fournissent une base de charge stable et très importante. Cependant, leur taille et leur coût initial élevé les rendent peu appropriés pour les réseaux plus petits ou des économies émergentes. Les mini-réacteurs modulaires ou SMR, c'est la grande innovation des dernières années. Les SMR ont une puissance allant jusqu'à 300 MW. Ils présentent plusieurs avantages majeurs pour notre contexte. Ils sont modulaires. Ils sont fabriqués en usine et assemblés sur site, ce qui réduit les délais et les coûts de construction. Ils sont flexibles. Ils peuvent être installés sur des sites de petite taille ou près de centres de consommation. Et le dernier, le micro-réacteur dont la puissance est très faible, allant jusqu'à environ 10 MW. Leur taille compacte et leur capacité à être transportés en camion les rendent parfaits pour alimenter des zones isolées, des sites industriels ou potentiellement offrant ainsi une solution de décentralisation de l'énergie fiable. Cette classification démontre que le nucléaire ne se limite plus aux gigantesques centrales. Grâce aux SMR et micro-réacteurs, nous disposons maintenant de solutions adaptables, plus rapides à déployer et dimensionnées pour répondre à la demande énergétique d'une grande ville comme Antananarivo, même avec un réseau électrique qui n'est pas encore mature. Regardons maintenant le point le plus convaincant en faveur du nucléaire, sa densité énergétique incomparable. Ce graphique nous montre l'équivalence. 100 grammes d'uranium suffisent à produire 100 MWh d'électricité. Pour obtenir la même quantité d'énergie, il faudrait brûler une tonne de pétrole ou une tonne et demie de charbon. C'est une différence de l'ordre de 10 000 fois. Nous avons vu les avantages technologiques, mais concrètement, comment passe-t-on de la décision politique à la production effective d'électricité nucléaire dans un pays comme Madagascar? Le développement d'une infrastructure électronucléaire est un processus qui se déroule sur plusieurs années.
Et l'Agence internationale de l'énergie atomique a défini un modèle robuste en 3 phases d'activité et 3 étapes de décision appelées HP ou milestones en anglais.